Je vois que le nombre de participants s'est stabilisé. Peut-être qu'on peut commencer. Donc, vous le savez, c'est une série de 2 webinaires sur l'hydrogène et une opportunité pour la logistique. Donc, webinaires qui sont co-organisés par la métropole Aix-Marseille-Provence et le pôle de compétitivité Cap Énergie. Donc, le premier aura lieu aujourd'hui et puis le deuxième dans une semaine. Hein. Vous avez probablement reçu l'invitation pour l'un et pour l'autre. Voilà, et donc pour commencer, je vais passer la parole à Hélène Barrault pour la métropole, pour l'introduction de ce premier webinaire. Merci Sylvain. Donc bonjour à tous. Hélène Barrault, donc moi je représente la DGA Développement économique, emploi, attractivité à la métropole Aix-Marseille-Provence. Dans le service donc mutation industrielle et transition énergétique, et c'est nous qui portons le déploiement de la filière hydrogène, enfin la feuille de route de la filière hydrogène pour le territoire métropolitain, qui vous sera présentée lors du prochain webinaire. Donc c'est l'occasion pour moi de vous inviter à écouter le suivant pour avoir une présentation plus détaillée de la vision métropolitaine du déploiement de la filière. Juste en propos introductif très court, puisqu'on a pas mal d'intervenants derrière et le programme est assez chargé, juste pour vous dire que ces 2 webinaires dédiés vraiment aux logisticiens, c'est une brique importante de notre feuille de route, puisque vous le savez, dans les nouveaux carburants et notamment pour l'hydrogène, il y a beaucoup une question de poule et d'œuf. Et donc c'est important pour nous de vous montrer l'état de l'art, les retours d'expérience, pour essayer d'aller chercher des nouveaux usages qu'on pourra agréger autour des stations qui vont se déployer sur le territoire. Donc n'hésitez pas, surtout après les webinaires, à revenir vers les interlocuteurs. Vous avez les coordonnées en dessous l'invitation. Revenir vers nous si vous souhaitez monter des projets. On vous aidera, on fera la mise en relation qui va bien avec les porteurs de projets pour vous agréger sur des projets de stations à venir. Voilà, je n'en dis pas plus. Peut-être un petit mot pour Sylvain, et puis après on peut démarrer ce webinaire. Merci. Voilà, bon, je ne vais pas prolonger trop l'introduction non plus, puisque la partie intéressante, c'est ce qui va suivre. Bon, vous n'avez pas pu échapper à la question de l'hydrogène ces derniers mois. Voilà, on a essayé avec la métropole de réunir un certain nombre de personnes qui vont pouvoir vous fournir des informations ou témoigner sur l'opportunité que peut représenter l'hydrogène dans le domaine de la logistique. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont déjà engagés. Il y en a beaucoup qui nous contactent, qui s'interrogent. Il y a plein de questions, on le sait, hein, des questions économiques, des questions de faisabilité pratique, des questions d'offres disponibles. Voilà, donc on a essayé de bâtir le programme de ces 2 webinaires pour vous apporter des éléments de réponse sur ces différentes questions, et en commençant par replacer l'intérêt des solutions hydrogène par rapport à d'autres solutions qui existent aussi, hein, qui pour répondre à des objectifs de décarbonation des activités, vous savez, et aussi d'amélioration de la qualité de l'air. Voilà, donc c'est ce sujet que va traiter le premier intervenant, Antoine Thomas, donc d'EcoCO2, que je vais laisser se présenter, et donc traiter le premier sujet pour resituer l'hydrogène dans l'ensemble des vecteurs énergétiques d'intérêt pour le transport et la logistique. Antoine, je te laisse reprendre la main. Oui, merci. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je sais pas, c'est juste une question technique sur la présentation. C'est moi qui partage mon écran ou vous vous en occupez? Je vous entends Et pas. toutes les présentations en ligne, donc tu peux me dire quand tu changes de planche où je suivrai. Ça alors. Faire passer. Très bien. Ça marche. Merci. Alors, je me présente rapidement. Donc, je travaille chez effectivement EcoCO2, qui est une entreprise qui déploie des programmes d'accompagnement sur les économies d'énergie et la mobilité durable,
conçoit aussi des plateformes digitales de données environnementales et réalise aussi des études sur la conduite du changement et la maîtrise de l'énergie. Donc ça, c'est ma première slide que vous pouvez lancer, s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'est pour resituer les activités donc, de l'entreprise EcoCO2. Donc, il participe au déploiement de nombreux programmes, c'est la slide d'après. Donc toujours notamment sur la mobilité durable, hein, je le disais, et notamment aussi le programme EVE, donc engagement volontaire pour l'environnement. Donc si vous voulez bien, voilà, merci. Donc qui est un programme qui vise à accompagner à la fois les chargeurs, les commissionnaires de transport et les transporteurs eux-mêmes, transporteurs de marchandises et de voyageurs dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. À travers, on va le voir sur la slide d'après, 3 dispositifs spécifiques. Donc, le premier dispositif, c'est Fred 21, qui s'adresse aux chargeurs, FCOM aux commissionnaires de transport et Objectif CO2 aux transporteurs de marchandises et de voyageurs. Donc, ces 3 dispositifs permettent d'actionner des leviers, plusieurs leviers, pour améliorer le bilan gaz à effet de serre des activités de transport de ces entreprises, de ces acteurs, et atteindre une performance énergétique élevée qui peut être certifiée dans le cadre d'un label CO2. Donc ça, c'est sur la slide d'après. Voilà, donc ces dispositifs, c'est deux types d'engagement. Une charte d'engagement volontaire pour réduire son impact carbone, ses émissions de gaz à effet de serre, et c'est aussi une valorisation de sa performance à travers un label de performance énergétique. Donc, comme d'autres solutions alternatives, on va le voir, l'hydrogène fait partie justement des leviers pour améliorer son empreinte carbone. Donc, le programme est porté par l'ADEME et les organisations professionnelles du secteur sous la houlette du ministère de la Transition écologique. Donc, pour plus d'infos sur ce programme, je vous invite à vous rendre sur le site dédié au programme, donc EVE Transport Logistique. Voilà. Et puis, mes coordonnées, vous pouvez aussi me contacter directement. Mes coordonnées seront mentionnées à l'issue de la présentation. Donc, je vais en venir à l'hydrogène, qui est le sujet du jour. Donc, si son utilisation n'est pas nouvelle, l'hydrogène apparaît aujourd'hui clairement, ça a été dit en introduction, comme une des solutions d'avenir à plus ou moins long terme pour décarboner certains secteurs, et notamment le secteur des transports, et atteindre ainsi l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, je vais commencer sur la slide d'après par quelques rappels sur l'hydrogène que vous connaissez sûrement déjà, hein, mais c'est un gaz invisible, non toxique, sans odeur, qui est plus léger que l'air, mais qui a aussi un fort contenu énergétique, c'est-à-dire qu'il libère 3 fois plus d'énergie que le pétrole, par exemple, et que les autres hydrocarbures ou énergies fossiles. Donc, c'est aussi l'élément le plus abondant de l'univers, mais on le retrouve rarement à l'état pur. Il est la plupart du temps couplé à d'autres molécules, surtout à du carbone pour former le méthane, hein, le CH4, et à l'oxygène pour constituer l'eau. Donc c'est pour ça que pour obtenir de l'hydrogène, il convient donc de le séparer des éléments chimiques auxquels il est lié. Donc, ce qui m'amène à la production de l'hydrogène. Aujourd'hui, 95% de l'hydrogène est produit à partir d'hydrocarbures, pétrole, gaz naturel, charbon, principalement par vaporeformage du méthane. Voilà, on chauffe le méthane à une température très élevée. Donc, c'est la solution la moins coûteuse, mais qui est fortement émettrice de dioxyde de carbone, hein, puisque pour chaque tonne d'hydrogène, c'est 10 à 11 tonnes de CO2 qui sont émises. Donc, un premier enjeu pour demain consiste donc à produire de l'hydrogène faiblement carboné. Donc, c'est ce qu'on voit sur la slide, hein, c'est-à-dire pour que l'hydrogène constitue une solution performante en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, il y a plusieurs solutions. L'électrolyse de l'eau, on voit tout à gauche là sur la slide. C'est une voie de développement de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone. C'est-à-dire qu'on va effectivement
fabriquer l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau qui viendra d'une électricité provenant d'énergie renouvelable ou bas carbone, c'est-à-dire nucléaire, hein, pour le cas de la France. Donc le principe de l'électrolyse, c'est qu'il y a un électrolyseur qui sépare grâce à un courant électrique une molécule d'eau en hydrogène et en oxygène. Donc ça, c'est une solution, enfin, c'est un peu la solution idéale. Mais il y a une autre solution aussi qui est peut-être plus rapide à mettre en œuvre pour produire de l'hydrogène décarboné. Cette solution consiste à capturer en fait le CO2 qui est émis lors de la production par la première technique que j'ai citée, le vaporeformage notamment, mais c'est de capturer le CO2 qui est émis lors de cette production et de le stocker et éventuellement l'utiliser pour certaines industries, voire le stocker dans d'anciennes poches de gaz ou de pétrole vide. Donc je vais passer sur l'utilisation de l'usage de l'hydrogène. Donc actuellement, il est surtout utilisé dans l'industrie, donc l'industrie chimique, le raffinage pétrolier, la production d'ammoniac et d'engrais azotés et d'autres utilisations. Mais l'objectif, c'est effectivement d'étendre son utilisation à d'autres usages, et notamment dans le cadre de la transition énergétique. La France vise à l'étendre à d'autres secteurs, notamment celui des transports qui est particulièrement carboné. Et c'est d'ailleurs, on va le voir sur la slide suivante, une des priorités de la stratégie française pour le développement de l'hydrogène décarboné, qui fixe une trajectoire jusqu'en 2030 avec au total 7 milliards d'euros de soutien public, dont 3 milliards sur la période 2020-2023. Donc voilà, la décarbonation, enfin, le développement de la mobilité hydrogène, c'est la deuxième priorité, avec un objectif de passer à 52% de production d'hydrogène décarboné en 2030 contre 5 seulement aujourd'hui. Alors, le potentiel de l'hydrogène dans les transports. Alors, plusieurs études ou rapports mettent en évidence ce potentiel de l'hydrogène décarboné pour alimenter le parc des véhicules de transport de passagers et de fret. Donc, le transport terrestre, les camions, les bus, les véhicules légers, mais aussi maritimes, aériens et ferroviaires. Donc, à des échéances, on va dire, différentes quand même, puisqu'on voit que là, sur la partie basse là, de la slide, où c'est en gros l'accès le début de la commercialisation et le déploiement de masse, on va dire, de ces technologies sur les différents types de véhicules qui se déploient progressivement d'aujourd'hui à près de 2050. Alors sur la slide suivante, on voit que voilà, par ses caractéristiques d'autonomie et de poids, mais aussi de temps de recharge, l'hydrogène apparaît comme particulièrement adapté aux véhicules plus lourds, véhicules utilitaires légers, camions, autobus, alors que les véhicules plus légers sont plus, le véhicule électrique à batterie semble plus adapté aux plus petits gabarits et aux plus courtes distances. Donc, c'est ce que montre ce graphique issu du Conseil de l'hydrogène. Donc, en bleu, on a effectivement les véhicules fonctionnant à batterie. En vert clair, les véhicules fonctionnant avec de l'hydrogène. Et en vert foncé, plutôt des véhicules fonctionnant à des carburants synthétiques, notamment à base d'hydrogène. Alors, important aussi de rappeler que quand on parle de voitures ou de camions à hydrogène, c'est sur la slide suivante, il s'agit en réalité de véhicules électriques, bien sûr un véhicule électrique, mais qui intègre une pile à combustible qui va transformer l'hydrogène en électricité, donc comme on peut le voir. Donc le résultat, l'avantage, c'est qu'il y a zéro émission au pot d'échappement, aussi zéro bruit. Alors zéro émission au pot d'échappement parce que ces véhicules ne rejettent que de l'eau. Donc zéro bruit, je l'ai dit. Puis c'est aussi une technologie qui assure un confort identique à la voiture électrique, puisqu'on est sur une motorisation électrique. Alors je l'ai déjà dit, mais aussi ça permet, contrairement notamment aux véhicules électriques à batterie, à recharger, à ravitailler le véhicule plus rapidement. On est en quelques minutes, alors qu'on est sur plusieurs heures sur des véhicules électriques à batterie.
Alors, avec zéro émission à l'échappement, les véhicules électriques à hydrogène répondent en grande partie à la problématique de la pollution locale de l'air lorsqu'ils se substituent à des motorisations thermiques. Et ils sont classifiés en catégorie critères vertes et donc soumis à aucune contrainte de circulation en ville qu'impose la réglementation, notamment dans le cadre des zones à faible émission. Alors, si on revient sur plutôt le bilan carbone, donc en matière de gaz à effet de serre, lorsqu'on évalue effectivement l'impact d'une solution, on le fait en cycle de vie, c'est-à-dire qu'on tient compte à la fois de l'ensemble du cycle de vie du véhicule, de sa fabrication à sa fin de vie, et aussi de l'énergie, c'est-à-dire du puits à la roue, de la production à l'utilisation de l'énergie. Donc là encore, d'après plusieurs études, la vision en cycle de vie montre bien que l'usage des véhicules à hydrogène génère génère des émissions de gaz à effet de serre bien inférieures à celles produites par des véhicules thermiques si l'hydrogène est produit avec une électricité décarbonée, alors soit par rapport au mix énergétique français avec l'électricité nucléaire ou renouvelable. Donc, c'est ce qu'on voit sur ce graphique issu de l'étude Carbone 4, où effectivement, on a, selon que l'hydrogène est produit uniquement par de l'électricité renouvelable, on a moins 74% par rapport à un véhicule diesel, et 64% si c'est issu du mix énergétique. Voilà. On voit que les véhicules à batterie, c'est moins 18%, et le bio-GNC, donc là, si on compare avec un autre type de notre solution, effectivement, c'est aussi 73%. Donc, ça fait partie, en tout cas, des solutions qui semblent être adaptées à une décarbonation du transport. Alors ça, c'était le premier graphique, je l'ai pas précisé, c'était une comparaison par rapport à des véhicules légers. Et sur le deuxième graphique, on compare effectivement différentes solutions sur des tracteurs routiers. Donc là encore, l'utilisation de l'hydrogène permet sur l'ensemble du cycle de vie une réduction très significative donc, de l'impact carbone. D'autant plus si l'hydrogène est produit à partir d'énergies renouvelables. Donc là, on est à plus de 80% de réduction. Mais on a quand même 66% si on est sur de l'hydrogène provenant du mix énergétique. Donc là encore, le véhicule à batterie véhicule électrique à batterie et le bio-GNC apparaissent aussi comme des solutions fortement qui permettent de décarboner fortement le bilan. Alors, je peux compléter, même si ce n'est pas sur la slide, une étude de l'ADEME confirme un petit peu ces éléments, notamment que c'est une étude qui a été réalisée aussi sur des vulves. Et effectivement, dans le scénario idéal où l'hydrogène est produit par électrolyse, effectivement, on a aussi des réductions qui sont autour de 60% par rapport au diesel. Donc, sur ce dernier graphique, on voit qu'effectivement, dans le transport et la logistique, à court, c'est-à-dire moins de 3 ans, et à moyen terme, donc plutôt 5 à 10 ans, on s'oriente plutôt vers un mix énergétique diversifié où les énergies alternatives disponibles actuellement et demain, donc biodiesel, biocarburant, GNV électrique, selon les usages, prendront progressivement le relais du diesel classique. Donc ça, c'est déjà enclenché, mais ça va se déployer plus en masse. Et à plus long terme, donc là on est à peu près environ 10 ans, avec l'essor de la filière, l'hydrogène devrait devenir une solution alternative évidente avec l'électrique et le bio-GNV. Donc j'en terminerai là. Il existe il y a un observatoire de l'hydrogène qui a été mis en place par France Hydrogène, qui se nomme VIGI et qui propose, entre autres, une cartographie des projets et des stations hydrogène sur le territoire national. Et voilà, on voit qu'il y a actuellement 243 projets, notamment de stations, mais pas que, et on en a 31 sur la région PACA. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Merci beaucoup, Antoine. Donc, si vous avez des questions, merci d'utiliser préférentiellement le chat, parce que comme on est un petit peu nombreux,
Voilà, pour organiser les interactions. J'en vois pas pour le moment. Ça veut dire que la présentation était très claire. Donc c'est la présentation d'introduction hein, sur pour resituer l'hydrogène par rapport à d'autres options alternatives de carburant. Voilà, donc si je vois pas de questions sur le chat, je vous propose qu'on passe à la suite du coup, et donc avec un focus un peu plus détaillé sur l'état de l'offre de véhicules hydrogène, hein, toujours pour les besoins de la logistique. Donc c'est Lucie Chapaz que je vais laisser se présenter et nous parler de ce sujet. Oui, merci Sylvain. Donc, bonjour à tous. Lucie Chapaz, donc, je suis ingénieure projet chez Cap Énergie et chargée de l'animation du club Mobilité Durable qu'on a monté depuis 2 ans maintenant. Donc, je vais aujourd'hui essayer de vous présenter un panorama, alors pas forcément exhaustif, hein, mais pour vous donner un peu un ordre d'idée des véhicules hydrogène qui sont aujourd'hui disponibles, mais surtout annoncés dans les années à venir et qui pourraient être adaptés au transport de marchandises. Donc, Sylvain, si tu veux passer à la slide suivante. Voilà, celle-ci, merci. Alors, un petit rappel rapide, parce que Antoine en a parlé rapidement du fonctionnement d'un véhicule à hydrogène. Il y a plusieurs typologies de véhicules. La plus grande partie des véhicules annoncés sont des véhicules électriques qui comportent 4 éléments principaux, donc un gros motopropulseur électrique, une pile à combustible qui joue le rôle de convertisseur électrochimique pour produire de l'électricité à partir de l'hydrogène et de l'oxygène de l'air ambiant, des réservoirs d'hydrogène pour alimenter cette même pile, une batterie. Et ensuite, il y a 2 configurations possibles pour ces véhicules électriques, soit des véhicules qui utilisent la pile comme prolongateur d'autonomie, et c'est souvent le cas dans les véhicules qui tournent aujourd'hui, où en fait, c'est la batterie qui alimente le moteur électrique et la pile hydrogène est utilisée comme une sorte de groupe électrogène qui viendrait recharger la batterie en cours de roulage, et ce qui permet par exemple de doubler le rayon d'action habituel du véhicule électrique qu'elle équipe. Donc on parle plutôt de véhicules finalement un peu hybrides rechargeables pour ces véhicules-là. Et il y a également des véhicules avec pile à combustible moyenne ou pleine puissance, où là, le moteur est alimenté à la fois par la pile à combustible et une batterie tampon. Cette batterie sert notamment au moment où une puissance supplémentaire est nécessaire et pour récupérer également l'énergie électrique de l'énergie de freinage. Donc, dans le cas où la batterie n'est pas à sa pleine capacité et que l'utilisation de l'engin le permet, la pile à combustible peut recharger cette batterie. Et lors d'un faible rappel de puissance, du coup, pile et batterie peuvent intervenir pour alimenter de concert la motorisation électrique. Donc ça, c'est pour les véhicules électriques. C'est ce qu'on retrouve quand même dans la plupart des schémas qui sont actuels et envisagés pour les véhicules. Il y a également quand même des véhicules thermiques basés sur un moteur à combustion interne. Donc c'est en gros comme un moteur fonctionnement au gaz naturel. L'hydrogène est injecté et brûlé au sein de ce même moteur. Donc c'est une technologie qui avait été étudiée il y a plusieurs années, un peu mise de côté pour des soucis de rendement, je crois. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient d'actualité. Il y a pas mal d'acteurs qui y travaillent, notamment l'IFPEN, qui fait des travaux de recherche, parce qu'en fait, il y a quand même des avantages qui semblent sortir sur ces véhicules thermiques, notamment le fait que même si ça nécessite des adaptations sur les véhicules thermiques actuels, on est quand même sur des technologies assez matures. Cela nécessiterait des investissements de production assez limités et surtout une utilisation d'un hydrogène pas forcément d'une grande pureté par rapport à des piles à combustible. Donc, il y a pas mal de prototypes envisagés pour 2022, 2023, on en reparlera par la suite. Un autre acteur canadien également qui travaille sur cette solution, donc c'est Westport Fuel Systems, qui est un fournisseur de solutions pour l'injection de gaz dans les moteurs thermiques et qui a fait une étude et qui arrive même à la conclusion qu'une injection d'hydrogène dans des moteurs haute pression serait aussi efficace pour l'environnement que de rouler avec un camion pile à combustible. Donc, il y a pas mal d'acteurs qui s'y intéressent, des constructeurs tels que Scania. L'inconvénient quand même de ces véhicules thermiques, c'est qu'ils sont certes sans émission de CO2, mais par contre, il y a une émission d'oxyde d'azote et un besoin d'un peu de gasoil d'appoint aussi pour l'allumage. Voilà, très rapidement. Donc, au niveau, la slide suivante, Sylvain, s'il te plaît, au niveau des forces et faiblesses de l'hydrogène, alors Antoine on en a parlé déjà, hein, donc je ne vais pas trop y rester, ni attarder. On parlait bien évidemment d'autonomie supérieure, de temps de recharge réduit, d'impact sur le volume utile par rapport à des solutions batterie et par rapport à du gaz naturel. Les principaux avantages, c'est l'absence d'émissions de polluants type oxyde d'azote, CO2 particules fines et également l'aspect bruit.
L'inconvénient majeur qui reste à date en tout cas, c'est bien évidemment l'aspect économique financier, donc avec des surcoûts assez importants en termes de coûts d'acquisition, de carburant encore, et également la condition aussi pour que ce soit vertueux, il faut bien évidemment que l'hydrogène soit bas carbone ou renouvelable. Donc ensuite, je voulais balayer rapidement des catégories de véhicules qui peuvent être pertinents pour le transport de marchandises. Donc cette première catégorie, véhicules utilitaires légers, donc moins de 3,5 tonnes. Il y a déjà des véhicules commercialisés depuis 2020, un prototype en 2018 pour Nissan, Kangoo Z2 hydrogène donc depuis 2020, et des fourgonnettes qui sont annoncées pour la fin de l'année, donc commercialisées par les marques du groupe Stellantis. C'est la même techno qui est mutualisée entre les différentes marques. Donc tous ces véhicules-là adressent plutôt des déplacements en zone citadine avec des parcours moyens entre 200 et 400 km par jour, une conso moyenne d'1 kg d'hydrogène pour 100 km parcourus, et ils sont tous à prolongateur d'autonomie pour ces véhicules-là. En termes de prix, alors par exemple pour le Kangoo Z2, on était sur 54 000 €. Ça reste quand même supérieur à des véhicules thermiques, et on annonce a priori des prix compétitifs à horizon 2030. La slide suivante, s'il te plaît, Sylvain. Donc la gamme au-dessus, donc entre 3,5 tonnes et 7,5 tonnes. Là, on retrouve plusieurs typologies de véhicules, à la fois des véhicules thermiques basés sur donc, le dual fuel diesel hydrogène, dont je vous ai parlé. Donc, c'est des véhicules quand même assez prototypes qui ont été commercialisés en 2014. Depuis 2014, il n'y a pas de production en série et il n'y en a pas de production annoncée a priori. Donc en prolongation d'autonomie, on est sur le fourgon master hydrogène. Donc là, il y a le rapprochement entre PVI, Plug Power pour former la société AIA, avec un master annoncé pour fin d'année avec 3 versions en prolongation d'autonomie. Un prix qui est annoncé a priori 3 fois plus cher quand même que le diesel, donc on reste sur des coûts d'acquisition importants. Et donc des modèles de piles basés sur la pile à combustible également, donc chez les marques Cointreau, Fuso ou Volkswagen. Donc là, on est vraiment sur des modèles, il n'y a pas de produits commercialisés vraiment au sens propre, donc l'évaluation du surcoût est assez difficile à faire à ce stade. En termes d'autonomie, on part sur des autonomies de 300 à 500 km avec une conso moyenne de 2 kg d'hydrogène pour 100 km. Le segment supérieur, donc la slide suivante, on est sur le medium duty entre 7,5 et 32 tonnes. Donc là, on a plusieurs acteurs qui se positionnent sur ce segment. Ça vise donc des parcours sur le réseau national avec éventuellement l'avantage de pouvoir faire du dernier kilomètre vu le volume de ces camions. Des autonomies visées entre 500 et 600 km avec une conso moyenne de 6 kg d'H2 pour 100 km. Donc là, il y a 500 véhicules qui tournent aujourd'hui, donc chez des véhicules Dongfeng qui ont été commercialisés en 2018. Ils sont quand même en cours de test. Et la plupart des autres constructeurs, donc que ce soit Aeson, Toyota, Volvo, envisagent des commercialisations dès cette année, voire des pilotes, sinon en 2022-2024, avec un modèle thermique également qui est envisagé par Volvo. En termes de TCO, ce qui est annoncé en tout cas, c'est plus 22% par rapport au diesel en 2023, et ce qui est visé, c'est à horizon 2030 de pouvoir avoir un coût de possession, total de possession inférieur au diesel. La slide suivante, s'il te plaît. Donc là, c'est vraiment le segment Heavy Duty supérieur à 32 tonnes. Donc là, on a pas mal d'acteurs qui sont sur ce segment-là. On retrouve notamment donc Hyundai avec des premiers déploiements en Suisse de camions, avec 1600 véhicules annoncés entre 2020 et 2025. On a pas mal d'acteurs aussi des regroupements finalement de constructeurs à travers des projets internationaux. Donc je pense au projet H2All où il y a par exemple donc VDL, Iveco qui sont embarqués dans ce projet avec 16 véhicules, dont 6 dans le projet Ayamed qui est porté au niveau du territoire métropolitain. Le projet H2 Accelerate également, qui inclut Daimler, Volvo, Iveco, Nikola. Et le but de ces constructeurs, c'est vraiment de ramener un TCO au niveau de celui du diesel avant 2030 pour pouvoir vendre plus de 10 000 poids lourds hydrogène à cet horizon-là.
Donc, on retrouve d'autres acteurs, Hyzon Motor, qui a comme objectif de produire 10 000 véhicules par an à partir de depuis 2020 là, aux États-Unis et en Europe. Nikola Motors également, avec 14 000 véhicules précommandés pour la période 2020-2030. Donc, tous ces camions adressent donc bien évidemment des parcours long courrier, des autonomies annoncées jusqu'à 1000 km, une consommation moyenne de 7-9 kg pour 100 km. Et donc, voilà, tout l'enjeu, c'est vraiment cette notion de TCO avec un enjeu de parvenir à même moins 10% par rapport au diesel en 2030. La slide suivante, s'il te plaît, Sylvain. Donc, c'était juste pour vous parler d'une étude qui a été faite fin 2020 par Roland Berger pour le consortium européen FCHJU. Et donc, ce qui relève de cette étude, il y a beaucoup de pages, hein, donc si vous êtes courageux, vous pouvez prendre connaissance. Mais en gros, en résumé, donc ce qui relève de cette étude, c'est que pour que le TCO justement d'un camion hydrogène soit moins élevé que sa version diesel, il faut vraiment qu'on rentre rapidement dans une phase d'industrialisation. Et donc, ce qui est visé, c'est que d'ici 2030, on puisse avoir 110 000 camions hydrogène en Europe, ce qui permettrait d'avoir une économie de 19 millions de tonnes de CO2 par an. Je vous ai mis un lien également vers le répertoire des véhicules lourds zéro émission qui peut-être intéresser transporteurs, chargeurs, donc acteurs du transport logistique, puisque alors là, c'est pas uniquement focus hydrogène, hein, c'est multi-énergie, mais en tout cas, c'est un répertoire qui permet de voir par typologie de véhicules adressés à la logistique, qu'est-ce qu'il y a de disponible ou annoncé par tel et tel constructeur, à quel moyen terme, plus ou moins court ou moyen terme. Donc voilà, je vous invite à le consulter si vous le souhaitez. Très rapidement, une dernière slide. Donc, on a parlé de véhicules utilitaires légers, de fourgonnettes, de poids lourds. Il y a également d'autres véhicules qui peuvent être pertinents de tourner à l'hydrogène. C'est tout ce qui est manutention. Donc, on va en parler tout à l'heure. Hein, ça va être un peu le focus de la suite de ce webinaire, les chariots élévateurs. Donc, je ne vais pas m'y attarder, mais les intervenants en parleront bien mieux que moi. Il y a également tout ce qui est transport et levage de conteneurs avec des véhicules annoncés par Gossin, par Terberg, par Easter également avec Plug Power, donc qui consistent à la fois pour des applications terrestres et portuaires à pouvoir utiliser ces engins hydrogènes pour le transport et le levage de conteneurs. Voilà, donc j'en ai fini de mon panorama rapide. Je vais donc je te redonne la parole, Sylvain, pour la suite des interventions. Merci beaucoup, Lucie. Voilà, donc plein d'informations sur les offres disponibles. Comme l'a indiqué Hélène Barraud de la Métropole dans le chat, vous savez peut-être, mais dans la période actuelle d'amorçage du développement de la filière hydrogène, notamment mobilité lourde, il y a un certain nombre de soutiens publics qui sont accessibles. Voilà, donc qu'il faut prendre en compte évidemment par rapport au prix d'acquisition, hein, qui, et Lucie vous l'a bien indiqué, est plus élevé à ce jour que le prix typiquement de véhicules diesel, mais qui ont été mis en place justement pour favoriser la transition vers cette mobilité à la fois décarbonée et meilleure pour la qualité de l'air. Voilà, donc ça fait partie des points qui seront aussi abordés à la fin du deuxième webinaire pour la mise en œuvre de projets concrets. Voilà. Alors, je regarde le chat pour des questions, donc il y a des remarques, des informations complémentaires. Voilà, merci Marc notamment. Je vois pas d'autres questions directes sur le sujet qu'a traité Lucie. Et du coup, comme elle l'a annoncé, je propose qu'on passe aux travaux pratiques là dès ce premier webinaire, avec d'abord un témoignage d'un des acteurs importants, hein, des solutions hydrogène pour la logistique. Voilà. Et puis après, pour finir, on aura un témoignage aussi d'un utilisateur. Voilà. Alors, on va commencer par un des acteurs fournisseurs de solutions, donc qui est la société bien connue Plug Power. Devon, si tu es là, je te passe. Oui, merci beaucoup Sylvain, super, très belle présentation des premiers intervenants et on est content de voir qu'il y a autant de monde qui ont pu se joindre ce matin. Donc c'est vous qui avez la main hein, sur l'écran si je comprends bien. Oui, je vais passer les slides, je vais essayer de Ok, ben allez-y, c'est parti. Donc Plug Power, prochain slide s'il vous plaît.
Donc, Plug Power, on est une entreprise basée en France maintenant depuis plus de 10 ans. Et on est d'origine américaine, on fait de l'hydrogène depuis de nombreuses années. Le gros succès que nous avons eu finalement, c'était de déployer depuis maintenant 12 ans des solutions et des infrastructures hydrogènes pour nos clients pour optimiser leur performance essentiellement sur des chariots élévateurs et sur les GSE. Donc, les GSE, c'est les équipements de support dans les aéroports, puisque ce sont des flottes captives. Tout à l'heure, ils l'ont très bien mentionné, Antoine l'a mentionné, flotte captive, c'était la clé de l'œuf ou la poule sur le début de ces projets-là. Plug Power, aujourd'hui, depuis 2014, on offre des solutions clés en main à nos clients. Donc, on a des clients comme Amazon, Walmart, qui ont 40, 50 sites chacun. En France, nous avons Ikea, nous avons Carrefour, qui ont la plus grande flotte d'Europe de chariots élévateurs en fonctionnement. Il y a BMW en Allemagne qui travaille avec nous, des FedEx, des DHL. C'est plus de 50 000 piles qui sont déployées, 25 000 électrolyseurs. Des électrolyseurs, donc tout à l'heure ça a été mentionné, c'est ce qui permet de fabriquer l'hydrogène à partir de l'eau. On a par exemple des concurrents, enfin des confrères en France que vous connaissez peut-être, des Attaway, des Mackie qui font également des électrolyseurs. Par exemple, McPhy, lorsqu'ils font un électrolyseur, leur dernier électrolyseur où ils ont utilisé une technologie PEM à l'intérieur, ils ont utilisé un stack fait par l'entreprise Gainer Plug Power. Donc, on travaille déjà avec les locaux de l'État. On a 125 sites dans le monde, donc c'est le plus gros nombre de sites opérés par une entreprise à hydrogène. Et en 2021, on construit un site, on déploie un site par semaine. Donc, chaque semaine, on a un site qui est en cours de déploiement. Actuellement, en France, on est sur le déploiement de 2 nouveaux sites majeurs, donc très excitant. Et c'est 40 tonnes d'hydrogène qui sont consommées par jour pour Plug Power. Prochain slide, s'il te plaît. Donc, Plug Power, qu'est-ce que fait? On offre une solution complète, clé en main, aux clients, directement, qui vont être sur vos entrepôts, vos plateformes logistiques, où on a la possibilité de produire l'hydrogène directement sur site ou de fournir l'hydrogène via nos partenaires. Et ensuite, cet hydrogène-là, on la prend et on l'utilise ou dans le process, dans les applications industrielles, ou dans vos engins de mobilité. Donc, avec les engins qui sont déjà disponibles aujourd'hui, les chariots élévateurs, les vents de livraison qui ont été mentionnés tout à l'heure de la marque Avia, donc c'est la co-entreprise entre Plug Power et Renault, qui fabrique des Renault Master, des Renault Trafic, incluant des piles à hydrogène, qui sont montés et assemblés en France. On voit aussi des tracteurs de parc. Donc, ça, c'est avec la marque Gossin, qui utilise également les piles Plug Power. Prochaine slide, s'il te plaît. Donc, voilà nos répartitions à peu près en Europe. Comme vous pouvez le voir, on travaille avec certains clients que vous allez peut-être reconnaître, des FM Logistique, Ikea, Carrefour, comme on a mentionné. On a Lidl et Leclerc, qui sont les 2 derniers venus dans l'aventure hydrogène. On a aussi beaucoup d'industries type Asco, Asda, qui sont également des champions de la supply chain de l'agroalimentaire. On a FM Logistique qui se déploie très fortement avec nos solutions, donc aussi bien en France qu'à l'étranger, et qui ont des très grosses ambitions sur ces produits-là. On a des techniciens à travers toute l'Europe, donc chaque nouveau site ont leurs propres techniciens dédiés qui s'occupent de faire la maintenance, de s'occuper des produits et surtout de rassurer les clients par rapport à l'usage. Prochaine slide, s'il te plaît. Donc, on a mentionné la mobilité, donc avec l'association entre le numéro 1 européen du véhicule utilitaire avec Renault et le numéro 1 mondial de l'hydrogène et de la pile à combustible qui est Plug Power. On a créé la co-entreprise qui s'appelle Avia, qui est basée en France, et il va y avoir 4 sites de production en France pour faire monter en expertise tous les marchés et aussi pousser à tendre vers une mobilité et une logistique complètement zéro émission. Donc, on va être sur des vans, des cabines et des minibus. Derrière, on a beaucoup de différents produits, donc avec nos piles à combustible. Donc, peut-être que vous avez entendu parler, il y a 3 semaines, l'aéroport de Paris a sélectionné Plug Power pour fournir les technologies dans les années à venir pour décarboner l'industrie aéroportuaire. On a déjà de nombreux aéroports qui tournent avec nos produits. Donc là, on a Charlat qui utilise déjà nos produits, qui est un industriel français. On fait des drones. Donc, par exemple, les drones qu'utilise l'armée française qui fonctionnent à hydrogène à Mont-de-Marsan, ils ont été faits avec des piles Plug Power également. Nous construisons des tracteurs de parc avec Gossin.
donc 44 tonnes, et portuaire, 75 tonnes. Une petite fierté personnelle, le premier tracteur John Deere, qui est une vraie religion aux États-Unis, est monté et assemblé avec notre partenaire qui s'appelle INEO, à proximité de la ville de Nantes, qui fait des tracteurs agricoles, mais aussi des tracteurs qui ont été présentés sur la présentation juste avant par Madame Alti, de 44 tonnes. Donc en rétrofit, les tracteurs de INEO qui sont assemblés en France utilisent les piles 125 kW de Plug Power. On fait le camion avec Renault, c'est le camion Siles, que peut-être certains auront connu, c'est le camion 27 tonnes électrique de Renault. Donc qui peut servir en camion standard pour faire de la transport dans les villes, complètement décarboné, et qui peut également utiliser de l'hydrogène pour faire des bennes à ordures ménagères. Donc avec Renault et PVI, on fait des bennes à ordures ménagères à hydrogène. On travaille sur des projets de bus, et également on va avoir le premier train fonctionnant à hydrogène avec les piles Plug Power qui va être relâché sur les rails en septembre-octobre de 2021. Donc avec 500 kW à l'intérieur. Prochaine slide. Mais au moins, nous, le plus gros de notre marché, 95% de nos revenus aujourd'hui sont générés auprès des logisticiens. Pourquoi? Parce que ce sont des flottes captives et qu'on arrive à offrir une solution qui leur permet d'augmenter leur productivité, d'avoir plus de flexibilité et d'avoir une solution complètement décarbonée de A à Z. Donc, vous allez avoir les camions de 44 tonnes qui arrivent, mais vous avez déjà de présent, bien évidemment, tout type de chariot élévateur. Hein. On va travailler avec des Fenwick, Linde, Steel, Crown, Toyota, évidemment. Donc, on a un très large pipeline de produits où on vient, on retire la batterie et on met une pile incombustible en lieu et place de la batterie qui, finalement, est votre usine qui va vous produire votre hydrogène. Différentes façons, où vous produisez votre hydrogène directement sur votre site, où on mutualise tous les efforts d'un parc industriel et on a des partenaires comme Air Liquide qui présente de l'hydrogène, qui produit de l'hydrogène et qui vient et qui distribue, qui réalimente votre site en hydrogène en temps. Prochain slide. Donc, comment ça se passe? On arrive, on met la station, on déploie la station et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir à remplir. Exactement les mêmes règles qu'une station à essence. Pas de cigarette, pas de téléphone pendant qu'on fait le plein. Donc, tout le reste, c'est standard. C'est comme quand vous allez faire votre plein à essence et en 2 minutes, 3 minutes, vous rechargez votre chariot et vous êtes parti pour tout votre service. Gros effort, c'est qu'il n'y a pas d'immobilisation et plus un seul changement de batterie à aucun moment. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, les chariots, la grosse force au niveau de ces véhicules, c'est qu'on a un remplacement direct de la batterie, comme vous pouvez le voir ici sur ce chariot de warehousing. On enlève tous les moments immobilisés pour les changements de batterie. Donc, il n'y a plus de perte de 10, 12, 15 minutes à chaque changement de batterie. On augmente la productivité des opérateurs. Comme vous le savez, un téléphone ou un ordinateur, lorsqu'il arrive en fin de batterie, il est moins performant. C'est exactement le même principe sur les chariots. Vous avez tous certainement déjà entendu parler de chariots qui ne vont pas aussi vite que d'habitude, etc., par vos opérateurs. Donc, c'est exactement le même principe avec les batteries à l'intérieur. Lorsqu'on a une pile à combustible, on n'a plus ces problèmes-là, puisque tant qu'il y a de l'hydrogène à l'intérieur de la pile, vous donnez 100% du power. Et enfin, plus de batterie. OK. Donc, les chariots, une plus grosse productivité, une plus grosse efficacité, et bien évidemment, l'impact sur l'environnement qui est plus faible. Et la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, on est capable d'augmenter la productivité jusqu'à 15%. On est capable de réduire l'impact carbone jusqu'à 80% versus les batteries. Il faut savoir que les batteries, aujourd'hui, viennent essentiellement avec des minéraux de 2 pays, donc ou le Chili ou la République du Congo, qui sont transférés derrière en Asie, donc en Chine, et 98% des batteries qui sont présentes en Europe viennent de la Chine. Donc, l'ultra-dépendance que nous avions auparavant avec les pays du Golfe et le pétrole, on ne souhaite pas la transférer sur la Chine avec les batteries. Donc, ça, c'est une des grosses choses qui est importante à prendre en considération. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc là, c'est des exemples où on montre un peu les bénéfices de l'hydrogène. Donc, imaginez que vous êtes un champion de l'e-commerce. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, vous avez beaucoup de gains au niveau de l'augmentation de la productivité. Vous pouvez bouger plus de colis par jour et donc générer plus de revenus. Vous avez un gros saving au niveau des coûts lorsque vous avez des saisonnalités. Donc, vous pouvez avoir Noël, la période des barbecues. En France, on est aussi impacté par les périodes du Ramadan, les périodes des fêtes du soccer.
Donc là, c'est super intéressant. Et vous n'avez pas besoin de faire des locations courte durée qui sont extrêmement coûteuses. Et enfin, augmentation de la productivité puisque vous faites des rechargements très rapides. Donc l'opérateur passe plus de temps à déplacer les caisses plutôt qu'à changer ses batteries à l'intérieur. Et enfin, dans certaines régions en France, c'est éligible aux subventions. Un plan BMW, donc là on peut passer rapidement puisqu'il n'y a pas d'industriel, mais eux ce qu'ils aiment beaucoup c'est la prédictabilité et la possibilité d'avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 les produits. Et enfin là on a un distributeur qui distribue, qui s'occupe des colis également, donc un type 3PL hein, comme FM Logistique ou comme d'autres. Prochain slide s'il vous plaît. Eux, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils utilisent exactement la même technologie pour leur chariot élévateur que pour leur véhicule de livraison. Donc, ça leur fait beaucoup moins de véhicules et beaucoup plus de poids qu'ils peuvent transporter à l'intérieur du véhicule, puisque les batteries sont bien plus lourdes que sur un véhicule standard. Ils n'ont plus de limitation quand ils vont à l'intérieur des villes. Ils utilisent la même infrastructure. Ils ont une augmentation de la disponibilité et de la performance sur les produits, puisqu'il n'y a plus de pièces mécaniques à l'intérieur. Hein, c'est un moteur électrique. Donc, comme vous le savez, une Tesla coûte beaucoup moins cher d'entretien qu'un véhicule thermique. Et enfin, vous pouvez réduire votre nombre de trocs. Next slide. Donc là, on fait quelques exemples typiques de plateformes logistiques où on a un prix d'hydrogène très compétitif et ça nous permet, sur une plateforme, d'être en 2 shifts, en 8 heures par jour, 5 jours par semaine, d'avoir un retour sur investissement qui est très intéressant. Puisque, comme vous le savez, en France, le coût de la main-d'œuvre est un des coûts de main-d'œuvre les plus élevés au monde. Donc, chaque minute de productivité gagnée et d'augmentation de la productivité est bénéfique derrière pour l'entreprise. Prochain slide. Donc, sur ce type d'application-là, on a un retour sur investissement de 3,5 ans et sans prendre en considération, parce que Plug Power, nous ne donnons pas les subventions malheureusement, donc sans prendre en considération les subventions qui pourraient être allouées à ce type de projet-là. Donc, prochain slide, s'il vous plaît. Sur un usage encore plus intense, où ils sont en 3 shifts, 3 services de 8 heures par jour, 7 jours sur 7, comme on voit chez des distributeurs agroalimentaires, par exemple, ou des manufacturiers lourds d'automobiles, là, on a un retour sur investissement qui est encore plus bénéfique, puisqu'on a 0 immobilisation des assets lorsqu'on utilise l'hydrogène. Et donc, prochain slide, s'il vous plaît. On est sur un retour sur investissement qui est inférieur à 2 ans, et encore une fois, sans prendre en considération les subventions qui pourraient être attribuées sur ce type de technologie-là. Donc voilà, et maintenant je laisse pour toutes les questions possibles. Donc je vois précision, Attaway ne fabrique pas d'électrolyseurs. Alors excusez-moi pour l'information concernant Attaway. On a travaillé avec eux sur des projets où il y a des électrolyseurs. Je pensais qu'ils étaient fournis par Attaway. Question pour Plug Power, qui produit l'hydrogène? Donc nous, on a la possibilité. En France, on travaille avec des fournisseurs comme Air Liquide qui produit l'hydrogène, comme Life qui produit l'hydrogène. Aux États-Unis, on produit nous-mêmes nos propres hydrogènes. Parce que Plug Power, en étant numéro 1 mondial de la consommation d'hydrogène pour la mobilité, on veut montrer l'exemple à tout le monde et on veut utiliser de l'hydrogène vert. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans notre stratégie, dans nos ambitions, et on pousse tout le temps. C'est pour ça d'ailleurs que nous distribuons des électrolyseurs à technologie PEM, donc qui fonctionnent très bien avec les énergies renouvelables. Je vois les autres questions. Quelle est la puissance des stacks de Plug Power? On est capable d'aller jusqu'à 1 MW avec nos piles à combustible. Donc 1 MW, pour vous donner un ordre d'idée, c'est pour propulser par exemple des data centers. Vous travaillez avec Dynamics. On a des échanges avec Dynamics. Vas-y, continue, Devon. Continue. Je vois quel est le temps de retour pour 2 équipes pour chariot avec 10 kg au lieu de 6 kg. Je n'ai pas le calcul en tête. 10 kg, c'est un prix qu'on voit de moins en moins, ou alors c'est peut-être qu'ils utilisent très peu d'hydrogène. Ça pourrait expliquer ce prix-là. On serait capable de regarder
Donc, Marc Buffenoir, si vous voulez m'envoyer un email et on regardera votre profil. Ça dépend toujours en fonction de la taille de votre parc. Avec de si faibles bruits, pourquoi cette filière ne s'était pas généralisée? Eh bien, malheureusement pour vous, Stéphane, cette filière est généralisée. Donc, on a 125 sites dans le monde, on en construit un par semaine. Je pense qu'on peut dire qu'on est à l'état généralisé. Le nombre de piles distribuées et le nombre de piles en utilisation, on est à 700 millions d'heures d'opération sur nos piles à combustible. Donc, on commence à être généralisé. Ok, et peut-être juste je vois que les produits alcalins pressurisés McPhy fonctionnent également très bien avec les énergies renouvelables. Ouais, en effet, on a entendu dire que McPhy avait des produits qui fonctionnaient très bien avec les énergies renouvelables. La grosse force du thème versus l'alcalin, c'est le temps de réaction que va offrir la technologie. Après, il faut des technologies pour répondre à tous les marchés. Je pense que c'est des technologies qui fonctionnent très bien et qui fonctionnent en très bonne entente sur le marché. Chaque application a derrière son domaine et c'est en fonction de ce que désire le client. Peut-être juste Devon, une question, sauf erreur que tu n'as pas traité directement, c'est il y avait une question sur la feuille de route pour les produits futurs. Je ne sais pas si tu peux dire quelque chose là-dessus, si par rapport aux besoins. Je ne l'ai pas vu, excusez-moi. Où est-ce qu'elle était la question? 11h48, Marc. Quel est le produit de la feuille de route pour les produits du futur? Alors, pour les produits du futur, donc, comme vous avez entendu, avec Renault, bien évidemment, on développe les light commercial véhicules parce qu'on voit qu'il y a énormément de possibilités sur ce marché-là. Hein. Étant donné qu'on n'a plus de batterie, donc c'est beaucoup plus de poids sur lequel on peut transporter des colis. Et pour faire de la livraison, on a une beaucoup plus grosse distance. Produits du futur, on a les trains qui sont très, très intéressants. Il y a bien évidemment les camions de 44 tonnes. Donc là, tout le monde travaille dessus. Pour la logistique, justement. Et finalement, on travaille déjà à Plug Power sur les avions. On fournit une entreprise qui s'appelle Universal Hydrogen avec des piles qui sont encore plus efficaces que ce qu'on a aujourd'hui. Par contre, c'est des piles à un prix commercial ne serait pas intéressant pour les applications sur lesquelles on est. Elles sont très, très dispendieuses par rapport aux piles qui sont faites avec d'autres matériaux. Donc ça serait intéressant. Contenu en métaux nobles du groupe de platine. Je ne comprends pas la question. Ok. Je ne saurais pas répondre à votre question, excusez-moi, concernant la platine. Ok. Bon, écoute, merci bien, Devon. Donc, c'est bien, ça a suscité plein de questions et plein de réponses. Voilà. Ouais, et on est prêt. On n'a pas encore de site déployé dans le sud. Ça ne serait tardé. On regarde très fort pour venir s'implanter dans le sud. Il y a plusieurs projets qui sont en cours d'analyse ou en phase finale d'analyse. Donc, on a hâte que vous veniez et vous pouvez visiter un peu les sites et voir comment tout fonctionne. Ok, merci beaucoup, Devon. Merci beaucoup. Merci, Sylvain, pour l'opportunité. Au revoir. Ça nous donne la transition puisque pour passer à la dernière présentation. Donc, on a Arnaud. Voilà, un témoignage d'un acteur qui a commencé à déployer des sites. Hein. Donc, Arnaud, je te passe la main. Juste avant qu'Arnaud intervienne, je rebondis sur la proposition d'Evon, c'est-à-dire on prend bonne note de cette proposition de visite de site. Si certains d'entre vous sont intéressés pour ça, signalez-vous et on organisera ça dès que ça sera en mesure de vous montrer des choses vraiment concrètes, voilà, en plus de ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Arnaud, je te passe la parole. On ne t'entend pas, Arnaud. Ça y est ou pas? Oui, ça y est, je t'en prie. Ah, d'accord, ok. C'est le problème de casque. J'ai dû me connecter avec le téléphone parce que le PC n'a pas voulu. Hop. C'est bon? Il y a du son? Ouais. Très bien, on t'entend bien. Très bien. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, en effet, nous, au niveau de Carrefour, on est un utilisateur. Donc moi, pour me présenter rapidement, j'ai en charge toute la partie active maintenance, sécurité, environnement et sûreté pour les entrepôts Carrefour de la région Hauts-de-France.
donc à la fois frais, sec. On est sur de l'alimentaire, on ne fait pas de nonal. Donc ça représente aujourd'hui 200-250 000 m² de surface logistique. Et pour raccrocher le sujet de l'hydrogène, donc on peut passer à la première slide, s'il vous plaît. Déjà vous dire que l'hydrogène, bon, c'est un sujet qui a quand même quelques années maintenant d'historique chez Carrefour, puisque on est site pilote au niveau de Vendin-le-Vieil, donc c'est un site logistique qui se trouve à côté de Lens depuis septembre 2017, puisqu'en septembre 2017 on a déployé une première partie de la solution sur notre entrepôt avec 57 machines et 2 points de recharge qu'on appelle des dispensers. Et dans cette phase 1, donc forcément on a démarré tranquillement et assez rapidement. De toute façon, c'était prévu en tout cas dans le cadre du projet pilote. On a enchaîné sur une deuxième phase de déploiement avec 80 machines supplémentaires et un poste de remplissage supplémentaire. Donc comme je l'ai dit, Vendin, on est sur un entrepôt qui est récent. Donc, faut bien le prendre en compte parce que Devon a parlé de calcul de ROI. Ces choses-là, je reviens pas dessus. Simplement, nous, on est parti d'une feuille blanche. Et donc, c'est-à-dire que sur notre entrepôt, on l'a construit et en parallèle, on a mis en place la solution. Donc, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais notamment sur toute la partie construction d'un local de charge traditionnel, plomb, batterie plomb. C'est des choses qu'on n'a pas fait. En tout cas en termes d'aménagement, puisqu'on avait déjà le projet hydrogène qui était enclenché. Pour vous parler du partenariat, j'insiste dessus, et s'il y a des questions, ou en tout cas, j'y reviendrai, mais le partenariat aujourd'hui sur ce projet, je le qualifie de solide parce que à la fois dans la partie genèse du projet, mise en place, déploiement, et encore aujourd'hui au quotidien, on a vraiment quelque chose qui est solide avec les 3 acteurs qui nous accompagnent. Évidemment, Plug Power pour la partie pile à combustible embarquée sur nos engins, Steel pour la partie machinerie, puisqu'on est en équipement Steel 100% sur le site de Vendin, et Air Liquide pour tout ce qui a trait à l'hydrogène, de la station extérieure jusqu'au poste de remplissage. Et il faut savoir qu'à l'époque, on a bénéficié d'un financement partiel via un programme, le STHJU de la Commission européenne, pour le financement d'une partie des investissements qu'on a dû consentir. On peut passer à la slide suivante. Merci. Pour vous expliquer nos installations, en fait, donc nous, on est sur un entrepôt logistique de 51 000 m² au sol, en surface logistique. Donc, ce sont des cellules traditionnelles de 6 000 m². On a 8 cellules plus une demi-cellule, vous l'aurez bien compris. Et donc, en fait, on a le premier élément, c'est la station qui se trouve à l'extérieur du site. Donc, autour du bâtiment, vous avez des quais de chargement des 2 côtés. Vous avez forcément l'aire de béquillage pour les chargements-déchargements. Vous avez la voirie poids lourd et à l'intérieur même de l'enceinte du site, on a créé un emplacement dédié à la station de stockage compression. Donc c'est une station qui est composée de 2 ensembles de compression. Donc on a un compresseur principal et un compresseur qui est là en backup, forcément. Comment ça se passe au niveau du process? Vous avez le trailer qui arrive. Dans le trailer, il y a à peu près 350 kg d'hydrogène. Donc Air Liquide nous approvisionne de manière complètement indépendante et automatisée, puisque la station est sous monitoring 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est pas nous qui déclenchons les demandes de remplacement des trailers. L'hydrogène est ensuite compressé au niveau du système de compression, forcément. On passe dans un tout petit tuyau en inox sous la chaussée. On monte en toiture au niveau de la façade du bâtiment. On longe les différentes cellules et on vient seulement rentrer dans le bâtiment au droit des 3 dispensers. Donc les postes que vous avez juste en dessous. Les dispensers, évidemment, on les a positionnés pas tous au même endroit,
mais en essayant de trouver le meilleur compromis pour limiter les déplacements et du coup ne pas perdre trop de temps à se déplacer. Donc ils sont répartis à 3 endroits bien équilibrés au niveau de l'entrepôt pour pouvoir permettre à tout à chacun, en fonction qu'on se trouve dans la première cellule ou la 11e cellule, de pouvoir aller faire le remplissage le plus vite possible. Ensuite, en termes d'engins, comme je l'ai dit, donc ce sont que des engins Stihl. On a 137 machines aujourd'hui. Donc 137 machines pour un entrepôt comme nous, ça représente à peu près 75-80% de notre parc, puisqu'on a d'autres engins qui n'étaient pas compatibles à l'époque avec l'hydrogène et qui sont encore équipés soit en gaz, soit en batterie plomb traditionnelle. Que vous dire sur ces engins? Rapidement, on a 36 machines qui sont des chariots à mât rétractables. Donc, pour ceux qui connaissent, ça permet de faire à la fois de la translation, mais également du stockage sur des paletiers de palettes, de marchandises. Sur ces engins-là, on a des piles équivalent 48 volts, donc dans lesquelles on vient charger autour de 1 kg d'hydrogène. Et le reste de la flotte, donc on a 78 préparateurs de commandes, 17 engins autoportés qui permettent de faire chargement, déchargement des camions, et 6 gerbeurs. Ces engins-là, sur ceux-là, on a des piles équivalent 24 volts, dans lesquelles on va mettre à peu près 400 grammes d'hydrogène quand on fait un remplissage complet. On peut passer, s'il vous plaît, à la suivante. Je vais vous donner quelques chiffres. Donc 137 machines, j'en ai parlé, 77% de notre parc. On consomme sur une année 24 tonnes d'hydrogène, ce qui représente 50 000 remplissages effectués par nos opérateurs, avec une charge moyenne d'hydrogène dans les engins de l'ordre de 480 grammes. C'est un indicateur qu'on suit pour justement bien suivre aussi si nous faisons un bon usage de nos engins. C'est-à-dire si on ne va pas trop souvent remplir l'hydrogène et du coup passer plus de temps à faire des remplissages qui pourraient être évités. En termes de consommation d'électricité, ça nous apporte à peu près 300 000 kWh d'électricité équivalent en batterie, non consommée, pour une économie en CO2 de l'ordre de 20 tonnes à l'année. Voilà, donc on est loin des millions de tonnes dont j'ai entendu parler juste avant. Mais en tout cas, c'est notre contribution. Et ensuite, en termes de disponibilité des équipements, puisque bien évidemment, cette solution doit être fiable pour pouvoir être opérationnelle et performante pour nos activités logistiques. On est sur une disponibilité de stations, donc là c'est je dirais le travail de Air Liquide, de l'ordre de 98% en 2020, c'est-à-dire qu'on a eu à peine 10 heures d'arrêt sur toute l'année en 2020. Et pour les piles, on est de manière très très régulière entre 98 et 99% de disponibilité. Donc là, c'est pour Devon, c'est le travail qu'effectue Plug Power au sein de nos entrepôts. Pour vous préciser comment ça se passe, donc bon, nous on externalise une grosse partie forcément de nos activités sur les entrepôts logistiques chez Carrefour. J'ai 2 techniciens qui s'occupent de la maintenance des engins, maintenance préventive et curative traditionnelle. J'ai entre 2 et 2 techniciens et demi de Plug Power à demeure qui s'occupent à la fois du préventif et du curatif sur les piles à combustible. Et en ce qui concerne Air Liquide, là, bien évidemment, j'ai personne sur site. Simplement, j'ai une astreinte 24/24 et une prestation monitorée à distance de la station et également des 3 dispensers. Ça arrive même des fois que je sois au courant qu'il y a un dispenser à l'arrêt, alors avant bien même qu'on me prévienne en interne. Parce que voilà, on a quelque chose qui est assez performant. Et je tiens à le souligner, c'est quelque chose auquel on est très attaché, c'est la performance de nos prestataires, puisque aujourd'hui on a quelque chose qui marche très très bien. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors là, Devon, tu m'as un petit peu spoilé. Du coup, je vais peut-être répéter des choses qui ont été dites. Les avantages, forcément, de la solution aujourd'hui, réduction de l'empreinte carbone, évidemment.
la réduction de la facture électrique, hein, donc 300 000 kWh comme j'ai évoqué juste avant. Pour un site comme Vendin, c'est à peu près 5 semaines de consommation d'électricité. Donc on gagne à peu près un mois de facture électrique. Devon en a parlé également avant, la souplesse de la solution, qui pour moi vient avec le thème qui s'appelle suppression LCD, hein, location courte durée. En effet, ça c'est un vrai gain pour nous qu'on constate et qu'on intègre forcément dans notre approche ROI, hein, quand on tente de calculer le ROI global de la solution. Faut savoir que nous, on a des activités donc d'épicerie, mais également de brasserie. Et donc, on est fort soumis à des variations d'activité, que ça soit aux périodes de Noël, évidemment, quand l'été, quand on a des vrais étés, pas comme en ce moment. Donc, quand il fait 30-35 degrés, forcément, on a des grosses demandes au niveau des magasins pour alimenter en produits de brasserie. Et puis aussi les événements comme en ce moment autour de l'Euro, des Coupes du Monde de football, des choses comme ça, où on a des pics de demande au niveau des magasins qui sont importants. Ce qui veut dire que derrière, nous, on tourne traditionnellement en 2 shifts à la semaine. Ça nous arrive très fréquemment, et on l'a fait récemment, de mettre un shift de nuit sur une période de 3, 4, 5 semaines en fonction des demandes qui peuvent nous être faites des magasins. Et du coup, l'hydrogène prend tout son sens en termes de solutions pour nous, puisqu'avant, on était des gros consommateurs dans ces périodes, je dirais, de pic d'activité, de location courte durée, c'est-à-dire que je prenais mon téléphone, j'appelais Steel, et je leur disais, voilà, il me faut 30 machines pour demain, avec tout ce qu'il y a derrière en termes de contraintes de réactivité, de coûts de location et forcément d'impact économique important. Aujourd'hui, je sais en quelques minutes mettre en place une équipe de nuit pour une période courte ou longue, peu importe. J'ai juste un coup de fil à passer à Air Liquide en leur disant soyez pas surpris si la demande de remplacement de trader vient plus tôt que d'habitude. Voilà, donc on a vraiment quelque chose là-dessus qui est très important. Ça représente sur une activité d'1 an comme un entrepôt comme nous ici, plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce sujet de la location courte durée. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qu'on a complètement oublié, et c'est un vrai gain économique. Devon en a parlé un petit peu aussi, l'amélioration des conditions de travail, évidemment, changer une batterie plomb traditionnel avec un engin ou pas d'aide semi-automatique, ou faire un remplissage d'hydrogène, vous imaginez bien que c'est pas du tout les mêmes conditions de travail, et donc les opérateurs ils trouvent un confort qui est indéniable. Et derrière, on pourrait aussi dans un TCO s'amuser à regarder la réduction des accidents de travail liés justement à ces manutentions. En performance, pareil, Devon en a parlé, on a aujourd'hui des engins qu'il y ait 10% de charge ou 100% de charge, à l'image d'un moteur thermique de voiture, quelque chose qui est complètement régulier, c'est-à-dire on n'a pas du tout de baisse de performance qu'on peut avoir sur des engins de type plomb traditionnel, où forcément, au bout de quelques cycles de charge, 1 an, 1 an et demi, la batterie commence déjà à perdre en performance et donc à limiter la performance de l'engin, et donc par effet ricochet la productivité des opérateurs. Alors j'en ai parlé aussi tout à l'heure, étant donné que nous on est parti sur un entrepôt neuf, on n'a pas eu besoin d'investir dans la réalisation d'un local de charge. Donc on a un local de charge traditionnel ICPE 29-25, donc avec tout ce qui va bien. Simplement à l'intérieur, on a fait des grosses économies forcément, puisque j'ai pas eu à installer X chargeurs, X installations pour pouvoir charger toutes mes machines. Aujourd'hui, j'ai 1200 mètres carrés de mon local de charge qui sont utilisés pour faire du stationnement d'engins hydrogène en fin de poste. Donc ça, c'est aussi une approche sur la partie TCO et ROI qui est à prendre en compte. Et évidemment, le gain de temps qui est relativement important, puisque 50 000 remplissages versus X changements de batterie sur une année, vous imaginez bien que on estime nous qu'on gagne 5 à 7 minutes entre un remplissage et un changement de batterie. Donc c'est un coût indirect qui est
qui est économisé et qui est relativement important aussi. Voilà, donc en résumé, projet pilote. Alors aujourd'hui, on n'a pas déployé chez Carrefour sur d'autres sites, hein, il y a eu pas mal de mouvements. Des personnes qui ont mis en place la solution à l'époque, comme j'aime à le dire, je crois que je suis le seul survivant aujourd'hui. Les autres vont bien, mais ils sont plus dans le scope, ils sont plus chez nous. Voilà, on a quelque chose qui marche très bien, très honnêtement. On a un très bon relationnel avec nos 3 partenaires. Voilà, donc ça marche bien, on en est content. Pas d'incident à signaler. Donc voilà, j'espère, en tout cas, je suis convaincu que c'est une solution d'avenir pour la logistique. Alors forcément, on n'est pas sur des gros engins, des trains ou des camions, mais il y a un vrai intérêt pour moi sur les sites logistiques à avoir ce type de solution énergétique. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Arnaud, c'était très enthousiasmant et puis très intéressant de voir un témoignage d'un système qui est en route. Il y a 2 questions. Il y a des questions non techniques. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou Devon qui pourront répondre sur la pression sortie de compresseur, et la pression de distribution. On est autour de 400 bars. Les 2 400 bars en fait. D'accord. En fait, on sort du compresseur à peu près à 400, 450 bars, et ensuite c'est stocké dans ce qu'on appelle des buffers, donc des réservoirs tampons. Et en fait, quand on fait un remplissage au niveau des dispensers, on vient vider les buffers qui se trouvent à côté de la station. Donc c'est un remplissage par différence de pression. Et quand on assiste, alors si vous venez nous visiter, vous serez les bienvenus. Par contre, prenez un gilet, il fait pas chaud en ce moment. On voit bien sur le dispenser qu'on va monter à 400, 410 bars au sein même de la pile. Du coup, il y a une question complémentaire sur la longueur de la canalisation, mais j'imagine que c'est pour avoir une image de la chute de pression. Écoutez, on a la voirie, on m'a jamais fait cette question-là, donc je vais vous faire de tête. On a la voirie qui fait à peu près, on va dire 20 mètres, plus de 20, 40. 50, on va être à 200, 250 mètres au point le plus loin. Ok, merci. Ça répond à ta question, Marc, parce que bon, comme on est en fin de réunion, si éventuellement tu veux le préciser à l'oral directement. Oui, tout à fait. C'était intéressant d'avoir une idée sur les pertes de charge entre buffer et dispenser. Ok. Et autrement, il y a une question sur le résultat économique global. Donc, je ne sais pas si c'est un chiffre unique qui est attendu, parce que tu as mentionné, Arnaud, tous les avantages que vous avez trouvés à l'épreuve de l'utilisation, hein, mais je ne sais pas si vous avez résumé ça en un résultat économique général. Non, mais alors pour moi, je vais être très clair, hein, c'est un sujet forcément sensible, hein, et important à évaluer. Simplement, d'expérience, parce qu'on a beaucoup de recul aujourd'hui forcément sur la solution. On s'est prêté à plusieurs reprises à essayer de faire le TCO et trouver le juste équilibre. Je dirais que chaque cas est vraiment particulier. Nous, on est parti d'une feuille blanche. Donc à la fois, je l'ai dit tout à l'heure, on a fait forcément des économies importantes sur le non-équipement d'un local de charge pour l'équivalent de 137 machines. Mais à côté de ça, faut savoir que nous, à l'époque, hein, parce qu'on est en 2017 hein, à l'époque, sur les 137 machines que j'ai aujourd'hui, qui sont équipées, j'en ai acheté 129 neuves. C'est-à-dire que j'ai pas fait de rétrofit. Aujourd'hui, je pense que Devon l'a voulu le dire tout à l'heure, moi je suis pas forcément en fait, on est capable de rétrofiter plus facilement des engins, mais moi j'ai acheté à l'époque massivement des machines pour pouvoir équiper le site, parce que nos préparateurs de commandes n'étaient pas compatibles à l'époque avec les piles de chez Plug en termes d'encombrement. Et sur les chariots à main rétractables, c'est pareil, j'ai fait 8 rétrofits. Tout le reste, c'est du neuf. Donc, vous voyez, entre partir d'une feuille blanche, acheter massivement des engins ou faire du rétrofit sur un parc existant, forcément, l'approche retour sur investissement, elle n'est pas du tout la même. Et pour moi, c'est vraiment un point à prendre en compte. Alors, il y en a d'autres, hein, forcément, à prendre en compte. Mais nous, aujourd'hui, c'est difficile de calculer un ROI. Du fait aussi que on peut le faire, hein, mais moi, on n'est pas du tout à 3 ans ou à 4 ans. On est bien au-delà de ça.
Ce que j'ai pas non plus comme vision, c'est la durée de vie des piles à combustible aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est clair que depuis 4 ans, ça marche très bien. Si elles sont données pour 15 ans ou 20 ans, forcément, je ne vais pas avoir la même approche. Mais en tout cas, mon ROI à moi, il n'est pas dans les 3 ans, il n'est pas sous 5 ans, il est au-delà de ça, forcément. Ok. Il y a encore une question sur la comparaison avec les batteries, sur le temps d'immobilisation. Donc, il y a quelqu'un qui dit, bon, vous gagnez du temps sur le changement de batterie, mais combien est-ce que vous faites le même nombre de remplissages ou plus de remplissages? Aujourd'hui, on fait en moyenne entre 2 et 2,5. Non, je vais pas le dire comme ça parce que je pense que vous n'allez pas me suivre. Allez, on fait pour un engin, on va faire deux remplissages par jour, on va le dire comme ça. À peu de choses près, c'est ce qu'on fait. Et du coup, en comparaison avec la batterie, donc ça prend plus de temps de changer la batterie, mais la batterie, on la change à quelle fréquence pour comparer? Là, à peu de choses près, c'est la même chose. Aujourd'hui, les batteries d'expérience, nous, on les remplaçait. Si je compare avec un autre de mes entrepôts, 6, 8 heures. Donc, il y a un shift parfois tout juste quand on est sur des batteries qui ont déjà vécu, quoi. Très bien. Et il y a une question d'incompréhension sur la diminution des dépenses de location courte durée. Oui. Pourriez-vous m'expliquer comment vous passez les 30 chariots dont vous avez besoin du jour au lendemain précédemment? Alors, je suis pas sûr de comprendre la formulation, mais Moi, je pense que j'ai compris. C'est une question que j'ai souvent. Il faudra que j'améliore mon argumentaire sur ça parce que on me dit souvent que je suis pas clair. Si je me mets sur le site à côté, on a un autre site à Londres. Si le patron du site m'appelle en me disant Arnaud, à partir de lundi, j'ai besoin de la pause de nuit, très rapidement, je vais me retrouver coincé puisque j'ai pas forcément les jeux de batterie qui vont bien. Et je vais devoir commander, en tout cas en location, des engins supplémentaires que je vais faire livrer de chez Steel. Aujourd'hui, sur un entrepôt comme Vendin 2 équipé d'hydrogène, je garde le même engin, je fais juste plus de remplissage d'hydrogène. Donc, je n'ai pas d'intervention, je n'ai pas besoin d'engins supplémentaires. Je ne sais pas si je suis clair. oui, la procédure de la question est très claire maintenant, super. Okay. Et peut-être par rapport aux questions du chat, la dernière que je vois qui n'a pas été traitée, c'est la question sur l'extension, c'est-à-dire à partir de votre vécu, de l'expérience concrète, opérationnelle de l'utilisation de solutions hydrogène. Qu'est-ce que vous en tirez comme retour d'expérience et comme indicateur sur la pertinence par rapport à d'autres sites sur le déploiement, que ce soit chez Carrefour ou chez d'autres acteurs? Après, forcément, si on met de côté la démarche RSE, puisque l'approche n'est pas forcément la même, mais pour moi, l'indicateur, il est forcément que économique en termes de solutions. On l'a validé, on l'a prouvé. Ça fonctionne très bien, c'est très fiable, c'est performant. Il n'y a pas de contraintes particulières pour les opérateurs. Il y a que du plus à prendre sur la solution technique. Maintenant, la partie économique, elle est forcément à intégrer, puisque quand je vous dis que j'ai 2 techniciens de chez Plug Power, 2 techniciens et demi, forcément, vous imaginez que Devon me demande de le payer. Donc, à demeure, sur une année, ça fait quelques KE. La prestation d'air liquide sur l'achat d'hydrogène, 24 tonnes multipliées par le prix de l'hydrogène, c'est également un coût important. Donc, pour moi, le déploiement devra faire l'objet d'une analyse précise du ROI et du coût global de la solution là où on veut le déployer. Je sais qu'il y a des discussions sur des sites comme Salon de Provence, peut-être du côté de Toulouse, qui ont été amorcées entre la direction technique Carrefour et les prestats. Mais faut vraiment, pour moi, faire l'exercice dans sa globalité et vraiment personnaliser à l'entrepôt là où on veut l'installer. Est-ce qu'on va rétrofiter des engins? Est-ce qu'on va devoir acheter des engins? Il y a trop de variables pour dire OK, on déploie massivement chez Carrefour. Mais en tout cas, nous, notre rôle, c'était de prouver que, en tout cas, de montrer que la solution était fiable via le projet pilote sur lequel on a été identifié. On l'a fait sans
sans aucun problème. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a répondu à l'essentiel des questions. Comme je vois que l'heure avance, qu'on arrive à la fin de notre webinaire. Juste pour vous rappeler que vendredi prochain, donc ça sera cette fois-ci juste après manger. Donc ce vendredi, c'était juste avant. Donc vendredi prochain, c'est à 14 heures. On continuera donc à traiter ce sujet avec un certain nombre de retours d'expérience sur des projets pilotes, hein, notamment sur la mobilité camion 44 tonnes, sur lequel il y a un certain nombre de projets en région, et puis on aura aussi des témoignages d'acteurs en Suisse, hein, pour lequel il y a un écosystème qui est déjà en fonctionnement, la mobilité lourde. Et puis on a aussi d'autres témoignages d'acteurs qui sont porteurs de solutions ou de stations. Donc vous avez tout le programme à l'écran, vous avez déjà dû vous inscrire, j'imagine. Voilà, donc on vous donne rendez-vous pour la suite, donc vendredi prochain. Hélène, je te cède la parole pour conclure. Oui, merci Sylvain. Oui, ce qu'on voulait vous passer comme message, c'est que ces deux webinaires sont organisés vraiment en lien, hein. Il y a une suite logique et une progression dans les messages. Donc ça nous paraît intéressant, si vous avez le temps, de pouvoir vous connecter au webinaire la semaine prochaine pour avoir la suite. Voilà, on espère vraiment que ça aura éclairé certains d'entre vous. Encore une fois, tout a été enregistré, donc on vous transmettra le lien vers ce replay pour que vous puissiez diffuser, partager à votre réseau, votre écosystème aussi. Vous l'avez bien compris, l'idée c'est de toucher le plus de monde possible, des acteurs de la logistique, pour essayer de construire collectivement des projets voilà, autour de stations dédiées ou de stations qui seront ouvertes à d'autres usages aussi et qui seront compatibles avec ces usages-là. Donc c'est un vrai enjeu pour nous et voilà, on vous espère nombreux la semaine prochaine et on espère que vous avez apprécié la qualité des interventions déjà sur cette session. Merci. Voilà, merci à tous, à très bientôt.